Un humanisme moderne. J'ai tâché de montrer l'esprit de Genève sous sa forme humanitaire et politique et juridique et économique. Il revêt aussi une forme psychologique. Décrivant ce nouvel aspect, peut-être en pourrais-je tirer les éléments d'un humanisme moderne. Autrefois, il a existé une Europe. Malgré des frontières d'ailleurs changeantes et des différences profondes de langue et de climat, les indigènes de notre petit continent se sentaient membres d'un ensemble. Et tout d'abord, cet ensemble s'appela chrétienté, et il dura des siècles. Puis, il arriva que, par la faute des uns et des autres, l'unité de la foi se rompit. De cette rupture, à une heure où des découvertes historiques et géographiques faisaient apparaître des variantes ethniques dans le temps et dans l'espace, date notre relativisme. La France, toutefois, héritière de la Grèce et de Rome, fit alors régner en Europe un type de civilisation rationnelle auquel chacun s'efforça de se conformer. Europe de Descartes, de Colbert, de Boileau, de Lenôtre. Ensuite, Europe des encyclopédistes. Mais d'autres États, ayant acquis de la puissance et des richesses, prétendirent créer à leur tour des formes particulières de civilisation. Il y eut plus une seule grande nation, mais plusieurs qui s'affrontèrent. Le Moyen-Âge avait connu un internationalisme religieux, les XVIIe et XVIIIe siècles un internationalisme de la raison et de la politesse. À son tour, notre époque cherche à réaliser un internationalisme inédit. Si elle n'y parvient pas, le monde s'abîmera dans une déchéance barbare, car il n'est de civilisation qu'universelle. Peut-on être aujourd'hui européen ? Non, certes, sous la forme inadmissible d'un individu détaché de ses origines et précisément dépourvu d'individualité, sorte d'automate psychologique, d'androïde, effrayant et laid. L'homme qui aurait réussi à effacer en lui tout accent particulier, qui aurait renié ses devoirs envers ses prédécesseurs, ne serait qu'un monstre. Mais de même que le sens national vient, dans une âme normale, se superposer au sens de la province, de la ville ou de la commune, lequel se superpose au sens de la famille et que ses caractéristiques s'engendrent les unes les autres, se fortifie en créant des obligations plus étendues. De même, on peut imaginer que vienne s'ajouter le sens européen, non pour détruire les attachements antérieurs, mais pour les achever. Un Montaigne, peut-être, un Voltaire, un prince de la ligne, certes, ont été européens. Européens encore, et si divers, un Goethe par l'universalisme de sa pensée, un Hugo par sa faculté d'épouser toutes les ferveurs nationales, un Nietzsche avide de concevoir notre totale civilisation. Napoléon fut un Européen par procédé de conquête. Il pensait moins à agrandir la France qu'à constituer un empire d'Occident, distribué en États subalternes, mais soumis au même code civil, au même système métrique, dans le silence terrifié des idéologues. Si l'Europe d'Ancien Régime a créé une culture cosmopolite, c'est qu'elle était menée par les princes, non par les peuples. Alors, un cardinal Mazarin, un Jacques Necker était ministre en France. Un maréchal de Saxe conduisait les armées du roi. Un Frédéric II, une Catherine de Russie, s'inspirait des modes intellectuels de Paris sans se soucier un instant de germanisme et de slavisme. Au Congrès de Vienne, le tsar avait comme conseillers Stein, prussien, Laharpe, suisse, Capodistria, grec, et Pozzo di Borgo, corse. Les haines nationales, disait Goethe, sont des vices de populace. Dans un monde gouverné par les élites, on se ferait peut-être la guerre, mais la courtoisie, la curiosité, le scepticisme rétabliraient vite les rapports. Peut-être les esprits raffinés sont-ils plus aptes à reconnaître les similitudes profondes, et faut-il être naïf, sinon primaire, pour s'étonner et se plaindre de ce qui ne vous ressemble pas. Le XIXe siècle, qui ne s'est terminé qu'en 1918, a été le siècle des nationalités. C'est qu'il a ouvert en même temps l'ère démocratique et que les deux phénomènes n'en forment qu'un. À mesure qu'ils s'emparaient du pouvoir, les peuples ont voulu qu'il fût au service de leur génie. Parce qu'ils puisaient désormais en eux-mêmes leur raison d'être, ils ont refusé toute subordination, à l'extérieur des frontières comme au dedans. Et plus ils devenaient orgueilleux de leur religion ou de leur langage, plus ils s'indignèrent de vivre sous des dynasties qui ne jugeaient pas à leur image. Il faut avoir une haute idée de son mérite pour exiger des institutions représentatives. Les révolutions éclatèrent par ferveur de patriotisme. Dans ses débuts d'assemblée constituante, avait proclamé, à Paris,
un grand rêve d'affranchissement universel. Mais bien vite, son prophétisme se transforma en esprit de conquête. Et, passé les Alpes et le Rhin, la doctrine perdit son caractère général pour provoquer, partout et tout le long du siècle, des réactions particulières. 1789, français, avait été humain, 1830, 1848, européens, furent nationaux. J'ajoute que le romantisme, étroitement lié, lui aussi, à l'émancipation des masses, excita en elle le désir de se connaître et de s'aimer. Il éveilla la curiosité des origines, des traditions anciennes, de la couleur locale. Chacun se voulut libre, non pas seulement d'agir et d'écrire, mais d'agir selon ses aïeux et d'écrire en polonais, en roumain. Il ne se libéra pas seulement des individus, mais des États. La moindre tribu perdue au sein des Balkans ou des Carpates voulut vivre sa vie comme un héros de Byron. En échange, le romantisme bénéficia de la grande vague de désirs et d'émotions que soulevait avec lui l'enthousiasme révolutionnaire. Rien ne vaut comme appel aux passions le suffrage universel. Que de richesses ainsi offertes aux poètes, et quelle admirable matière lyrique. Ils ne s'y trompèrent pas, et ils se proclamèrent messies et conducteurs de peuples, de ces peuples dont ils recevaient en retour un ébranlement mystique qui les inspirait. Le poète romantique a besoin de renommée. Pour être entendu de la foule, il la glorifie, il lui chante l'épopée de sa race, la légitimité de ses revendications. Et la patrie, à de tels accents, s'exalte, exige des ferveurs que Dieu seul jusqu'alors méritait. Elle attire tous les idéalismes que laissent échapper les églises. Transfert du sacré. Les innombrables sacrifices humains qui ensanglantèrent l'Europe durant les 4 années de la Grande Guerre, quelle religion les eût aujourd'hui obtenus ? En même temps qu'elle suscite d'incomparables abnégations, la patrie profite des instincts égoïstes les plus résolus, les plus tenaces. Car elle est un agrandissement, une sublimation de l'homme ordinaire. Je la vénère d'être ma propre transcendance. Alors que Dieu se distingue de nous par son essence, nous exigeons qu'elle participe de notre nature, qu'elle constitue la figure symbolique et éternelle de l'être périssable que nous sommes. Elle nous perpétue, et c'est nous-mêmes que nous célébrons en elle. Dieu nous commande, et elle nous flatte. Politiquement, cette profonde poussée nationaliste du XIXe siècle, si elle a réalisé l'unification de l'Allemagne et de l'Italie, laquelle a fait apparaître beaucoup de royaumes, principautés et villes libres, a tendu ailleurs à multiplier le nombre des États. Au cours de cette période, les provinces balkaniques échappent à la domination turque, vont reconnaître leur indépendance. En 1830, la Belgique et la Hollande se séparent. En 1905, la Suède et la Norvège. La paix de Versailles, qui a libéré la Belgique et la Serbie, a ressuscité la Pologne et la Bohême. La Finlande, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont vu le jour. La Hongrie a recouvré son autonomie. Et les traités de 1919 n'ont fait qu'enregistrer un phénomène de sissiparité qui se poursuit toujours. L'indépendance de l'Irlande n'est-elle pas d'hier, et celle de l'Albanie, phénomène qui se manifeste encore de manière sourde sous forme de revendications régionalistes en Catalogne, en Slovaquie, chez les Croates, chez les Flamands, chez les Alsaciens. Ainsi, l'Europe s'est fragmentée, compartimentée. Elle obéissait à la nécessité organique de se différencier pour mieux s'exprimer. Uniforme, elle eût été sommaire, mais ses tendances diverses, ses coutumes particulières, ses multiples traditions en revêtant une légitimité nationale ont fait valoir ses richesses secrètes. Comme cette variété est plus agréable que l'ennuyeuse et brutale monotonie des régimes de masse, tels qu'aux États-Unis et en Russie, USA et URSS, il y a de la géométrie et de la mécanique dans ces constructions gigantesques et simplistes. La nulle aisance et nul jeu, nulle chance de reviviscence héréditaire, de surprise ou d'invention. Mais, sur l'injonction de la police ou de préjugés tout-puissants, on s'y conforme à un type officiel, le même pour des millions d'hommes désormais privés de vie intérieure. L'ordre, obligatoirement généralisé, perd sa vertu. Face aux empires collectivistes, l'Europe, au contraire, apparaît de plus en plus comme le pays des hérésies, c'est-à-dire des variations humaines. L'oppression du nombre, de la réglementation tyrannique, du modèle en série n'y accrase pas l'individu. Chaque être peut y courir le risque d'être un génie, la possibilité du héros et du saint y demeure préservée. Mais en exaltant et en passionnant les États, on les a transformés en individus, en créatures de chair et de sang. On réclamait pour elles des droits,
mais on les a haussés au plan de la vie spirituelle où sont apparus des devoirs. Devenant des personnes, les nations ont rencontré les exigences de la morale personnelle. Voilà ce qu'on peut appeler le moralisme de l'esprit de Genève. Il découle du nationalisme même qu'il s'efforce de discipliner. Aux problèmes de puissance, seuls traités par les souverains d'autrefois, s'ajoutent désormais des considérations éthiques qu'on passait hypocritement sous silence. Car l'hypocrisie ne consiste pas toujours à faire étalage de la vertu, mais aussi à n'en tenir aucun compte. De même que la conscience complique l'existence des individus, elle rend aujourd'hui celle des États plus difficiles. À qui la faute, sinon à ceux qui ont sublimé les nations, qui leur donnant une physionomie et une âme, les ont ainsi réduites à la condition humaine. Le nationalisme du XIXe siècle aboutit donc, et très logiquement, à un internationalisme sans toutefois renoncer à lui-même. Nous n'avons pas passé d'un chapitre à un autre, nous vivons deux phases enchevêtrées. Un phénomène si contradictoire est assez dramatique. Ces tendances qui s'affrontent mais se conjuguent, il faut, tenant un compte égal, les satisfaire toutes deux et les limiter l'une par l'autre. Ce ne serait pas résoudre le conflit que d'adopter une des thèses, car la nation mourrait d'être seule tout à coup, elle mourrait même d'être omnipotente. Et l'internationalisme, d'autre part, est inconcevable sans les nations. C'est dans la variété des États, quoiqu'elle ait provoqué beaucoup de conflits en exaspérant leur caractère spécifique, c'est dans leur cloisonnement irréductible, mais aussi dans le fédéralisme qui les articule au lieu de les agglutiner, que je vois la base de l'international moderne. Notre voisin, parce qu'il ne nous ressemble pas, nous inquiète, mais il nous intéresse également. Apprenant de lui que les hommes diffèrent, nous nous habituerons à tenir compte de cette différence. Et parce que nous sommes jaloux de protéger notre autonomie, nous consentirons plus volontiers à respecter la sienne, puisque cette réciprocité garantit nos droits. La multiplicité européenne nous enseigne le relativisme ethnique et, par intérêt bien entendu, nous entraîne à la recherche d'un accord. Justifier les particularismes en les associant, refuser de supprimer une dissonance, l'admettre au contraire et l'orchestrer, voilà, sur le plan psychologique, l'esprit de Genève. C'est dire combien il répugne à l'internationalisme révolutionnaire qui prétend effacer les frontières et tout confondre dans un magma informe, lequel serait funeste s'il n'était pas, surtout, irréalisable. L'humanité n'est pas un innombrable troupeau de bêtes pareilles. Chercher à la réduire à cet état grégaire, c'est l'appauvrir de toutes ses virtualités. Les échecs de la Deuxième Internationale sont dus à cette vision puérile, à cette croyance qu'un même mot d'ordre peut s'appliquer partout et que les hommes sont interchangeables. Bien plus roublards, au contraire, les bolchevistes savent modifier leurs instructions selon les milieux et les races et pour asseoir leur domination révolutionnaire, surexciter en Chine, au Maroc, aux Indes, les passions nationalistes. Les patries sont nécessaires et bienfaisantes. Elles brisent l'idée de race, elles subdivisent ainsi et diminuent en virulence les conflits possibles. L'idée de race, terrible drogue, les fanatiques qu'elle enfièvre vivent dans l'hallucination. Rêverie hagarde, échauffant les plus avides instincts d'orgueil et de conquête, elle enivre des foules qui deviennent des armées. L'homme auquel on a inoculé ce poison obéit à l'idée fixe qu'il est d'une autre espèce que vous, infiniment supérieure, infiniment exigence. Si on les laissait faire, le slavisme, le germanisme se dresseraient sur l'Europe ainsi que des mascarets prêts à la submerger. Or, les patries canalisent et fractionnent ces poussées aveugles. Elles se superposent à elles comme la conscience se superpose aux instincts. Et les patries sont des intermédiaires qui nous facilitent l'accès de l'homme. Je veux dire que l'humanité est trop vaste et trop vague pour fixer nos esprits. Elle risque de les laisser insatisfaits et là, retomber dans leur propre égoïsme, non pas l'humanité, dont masse confuse ou abstraction disproportionnée, mais les patries, réalités que j'ai vues. Les hommes me touchent parce que je puis les appeler mes semblables. Je les connais avec leurs souffrances, leurs faiblesses, leurs aspirations, qui sont les miennes. Tandis que l'humanité m'échappe tant elle est anonyme. Mais, dira-t-on, cette balkanisation de notre continent constitue sa faiblesse. À une époque où les marchés extérieurs se ferment les uns après les autres, l'Europe est trop réduite en surface pour se permettre le luxe des petits États. La suprématie qui lui échappe, comment la rattrapera-t-elle si elle est morcelée, divisée contre elle-même ? Réduite en miettes, comment s'opposera-t-elle aux grandes concentrations homogènes d'Extrême-Orient et d'Extrême-Occident ? La refonte de l'Europe pulvérisée se fera moins par mysticisme,
moins par une bonne volonté encore éparse, instable, que par nécessité. Et ce sont précisément les menaces venues de l'Est et de l'Ouest qui la raffermiront sur elle-même. Les fédérations sont toujours nées du besoin de se défendre en commun. On s'assemble non pas par principe, par croyance désintéressée, mais parce qu'on court des dangers pareils, et parce qu'en se mettant à plusieurs, on augmente ses chances de salut. La Suisse, par exemple, ne s'est pas constituée par le ralliement à un monarque ou à une mission évidente, ni pour des raisons géographiques. Les Suisses se sont groupés afin de se défendre, et de cette union est sorti à la longue un principe spirituel qui les a fédérés ensuite plus fortement. À son tour, l'Europe est faible et menacée, mais elle se fera contre les États-Unis, tenter de la soumettre. Elle se fera contre la Russie, dont le système politique comporte la destruction du sien. Elle se fera contre elle-même, j'entends, contre les idées dissociantes qui la travaillent et qui l'entraînent au rebours de ses traditions profondes. Elle se fera contre toutes les puissances qui, volontairement ou non, par haine, dédain, légèreté ou sottise, la trahissent. Petite Europe, toute seule dans un monde en tumulte, il faudra bien qu'elle comprenne que ses rivalités intérieures sont archaïques, qu'au-delà de ses frontières resserrées, des hommes par millions préparent leur affranchissement industriel et commercial, qu'ils revendiquent contre elle leur autonomie. Mère des civilisations, aïeule ridée, elle va voir se dresser des civilisations rajeunies qui prétendront la réduire en servitude. L'Europe vassale, cette perspective ne va-t-elle pas nous mettre debout ? Dès aujourd'hui, quiconque est européen doit repousser les mépris ou les brutalités, ou même la bienveillance condescendante des peuples exotiques. Je n'admets pas que la patrie de Saint François d'Assise, de Shakespeare, de Rembrandt et de Bach soit humiliée par un éleveur de troupeaux ou un trafiquant d'or. Seulement que les Européens eux-mêmes s'interdisent des lâchetés dégoûtantes. Avons-nous donc cessé d'être des mâles qui formulent et dirigent et, dans notre détresse complaisante, ne sait-on plus qu'être séduits et passivement satisfaits ? Le snobisme bolchevique, le snobisme oriental, le snobisme nègre n'ont-ils pas assez duré avec leur goût de veulerie et de reniement ? Je n'irai pas vénérer un mysticisme bouddhique que je possède, plus pur, dans l'Évangile, ni m'ébahir devant les frénésies instinctives de tribus primitives, car Aristote m'a enseigné, si humble soit-elle, l'usage de ma raison. Héritiers magnifiquement privilégiés, les hommes d'Occident n'ont aucun motif de déserter leur propre cause. Qu'ils se rapprochent donc pour mieux en délibérer, qu'ils fassent avec sang-froid l'inventaire de leur patrimoine commun. La civilisation européenne est le produit d'une collaboration séculaire, et l'on ne saurait en supprimer l'apport d'aucun peuple sans la défigurer et l'affaiblir. Or, notre génie d'invention est intact. Nos méthodes critiques doivent à leur principe même de pouvoir toujours s'adapter aux circonstances imprévues. Une égale passion de l'effort nous anime encore, de l'effort qui conquiert, qui utilise et surtout qui transfigure. Car notre plus grande possibilité réside peut-être dans notre capacité de renouvellement. Je dirais mieux notre capacité de résurrection. À force d'imagination et de courage, nos rêves ne se perdent pas dans une extase somnolente. Ils sont actifs. Est-ce rêver encore que de conseiller à l'Europe pour se redresser, pour imposer le silence à ses détracteurs, de se reconnaître une mission nouvelle ? En affirmant son unité conquise sur des différences qu'elle ne détruirait pas pour autant, elle donnerait au monde un exemple à suivre. Contre les dangers du dedans, elle aurait conclu un pacte d'alliance envers ses fils. Ce pacte, elle le proposerait ensuite à l'univers. Les grands conflits du siècle futur, elle les désarmerait en harmonisant non plus de petits États que divisent quelques collines, mais des continents que les océans séparent. Elle prendrait la tête des nations de la Terre parce qu'elle serait seule à leur fournir des principes d'ordre rationnel, un programme d'action conjugué, en un mot, les directives du commandement. Notre formation, nous la tenons de la Judée et de la Grèce. Ensemble, elle nous enseigne l'individu. Athènes, petite patrie où tout le monde se connaît de vue, qui fait de chaque intelligence la mesure des choses. Et Jérusalem, qui donne à chaque de nous, fût-il le plus dénué, le plus vil, une valeur imprescriptible. Quelqu'un est mort au calvaire. Il a versé telle goutte de sang, non pour l'humanité en gros, mais pour celui-ci, et puis pour celui-là, qui n'est pas encore né. Chacun désigné par son nom, aimé pour lui-même. Ma raison, Athènes, lui confère le droit de juger, elle l'oppose au destin.
Mon âme, Jérusalem l'oppose à la nature et lui donne l'éternité. Grecque et chrétienne, et Rome n'a fait qu'amplifier et parfois corrompre ces termes essentiels, la civilisation européenne est une civilisation de la personne. Nous, Européens, nous avons inventé la dignité humaine. C'est afin de la garantir que nous nous sommes battus pour la liberté, que nous avons fait des révolutions et des guerres. Affranchir la créature, non seulement des tyrannies politiques, mais des fatalités sociales, telle est l'inspiration du mouvement démocratique qui commence en Occident dès le Moyen Âge. Et l'affranchir de la terreur et de l'ignorance devant l'univers, un tel mobile inspire des chercheurs innombrables dans les laboratoires. Raison personnelle, foi personnelle, sens critique personnel, art personnel. C'est par ces traits que l'Europe et quiconque se réclame d'elle diffère du reste du monde. À Dieu, la créature fait face. Même prosternée, elle ne demande pas à se dissoudre. Sa prière, c'est l'effort pour établir une relation, c'est-à-dire pour se maintenir tout en s'unissant. Rentrer dans le sein immobile de l'univers, détruire sa différence. Tentation asiatique. À la limite de ces deux mondes, Prométhée s'insurge. Le héros d'Europe n'accepte pas d'être anonyme, silencieux et contraint. Il jette son défi ou son appel à la puissance qui sans doute le vaincra, mais pas avant d'avoir entendu sa voix. Sa grandeur se mesure à sa résistance. Je l'appelle un briseur de fatalité, un ennemi irréductible de l'inertie, du néant. Et jusque dans ces drames intérieurs, perdus dans les profondeurs, où il n'y a ni témoin ni récompense, il refusera de capituler. Il combattra, afin de durer toujours, contre lui-même, contre la douleur qui risquerait de le rendre esclave. Tandis que le bouddhisme cherche à éliminer la souffrance en la considérant comme une chose étrangère, lui, ce chrétien de toujours, il l'incorpore pour s'en enrichir, il s'en sert pour se transfigurer, et traversant la mort, même, pour devenir enfin la personne qu'il est. L'esprit de Genève est né de cette tradition. De même qu'arborant la Croix-Rouge, il va sauver le blessé égaré dans une ambulance ennemie, de même il protège le minoritaire, les migrants, l'indigène sous mandat, l'ouvrier dans son usine. Ce qui l'alerte, c'est le souci, la passion de celui qui souffre et qui ne veut pas se laisser écraser, qui subit une servitude, mais qui, malgré les oppressions et les injustices, met son honneur à demeurer une âme libre. Cet être bafoué, qui n'accepte pas son anéantissement, il l'aide à se tenir debout et à regarder avec droiture. Il légifère, même pour un seul, parce qu'un seul mérite de tous s'occupe de lui. Parce qu'un seul mérite que tous s'occupent de lui. Et aussi parce qu'il arrive à chacun de nous, un jour ou l'autre, de se retrouver seul. Ainsi, après avoir garanti l'autonomie individuelle, il s'agit de sauver l'individu de son isolement, d'établir des dialogues entre lui et le monde. Chacun vaut d'être soi, certes, mais afin de pouvoir s'unir aux autres sans pourtant se confondre. Rien ne paraît plus démodé que l'individualisme anarchique du XIXe siècle, que l'égotisme d'un Nietzsche mal compris ou du premier Barrès, que l'idéalisme métaphysique qui nie le monde au profit du moi. Est-ce le prodigieux brassage de la guerre qui, après avoir jeté les peuples les uns contre les autres, nous oblige aujourd'hui encore à vivre dans la mêlée ? Nous sommes liés à d'innombrables inconnus, nous subissons les répercussions de phénomènes ignorés et lointains. Tout se propage et s'entrecroise. Notre régime est celui des invasions, ou tout au moins des bousculades. L'extérieur, l'étranger, l'ennemi se précipite sur nous et nous oblige à tenir compte d'eux. C'est au prix de grandes humiliations, de durs froissements, de nos délicatesses et de nos fiertés. Mais nous retrouvons dans cette bagarre le sens du différent, le sens de l'objet et parfois aussi le sens du transcendant. Que nous nous défendions, que nous fassions appel à toutes nos ressources comme un pays qui mobilise et lève jusqu'au dernier de ses combattants, que nous tirions de nos profondeurs sous la menace et peut-être les coups des forces dont nous étions jusqu'alors inconscients, soit, ainsi l'adversaire nous rassemble. Frère ou ennemi, autrui nous renseigne et nous détermine. Tout progrès, toute conquête sont les résultats d'une comparaison et souvent d'une défaite réparée. Nos victoires se comptent à nos cicatrices. Aimer, n'est-ce pas tour à tour la recherche d'une patrie et le désir d'un dépaysement ? Nous demandons à l'amour tantôt une confirmation de ce que nous sommes, tantôt la possibilité d'une transformation. D'un étranger, et toute femme est étrangère, nous attendons soit le plaisir d'une découverte, soit la garantie d'une similitude. C'est pourquoi l'amour et le voyage ne nous lassent pas, puisqu'ils nous offrent d'infinis plaisirs contradictoires. Me trompais-je si je sens chez mes contemporains
dans leur goût des déplacements, dans leur pratique des littératures étrangères, dans leur besoin de féconder leur intelligence par la sympathie, si je sens, dis-je, le désir d'éprouver, l'une après l'autre, et parfois simultanément, les distinctions qui nous séparent et les analogies qui nous rapprochent. Le désir d'affirmer l'unique, si précieux, d'être exceptionnel et d'exalter le multiple, de s'amuser du provisoire, de la mode changeante, et d'aspirer en même temps à l'éternel. Pour beaucoup, voilà le rythme contrasté qui commande leur existence. Il naît de juxtapositions, de voisinages hétéroclites, de conflits maintenus exprès en suspens. Nous en avons trop vu, on nous a trop profondément blessés pour que nous n'opposions pas au destin une raillerie très voisine du cynisme, mais qui ne dissimule pas toujours notre besoin d'espérer, malgré notre méfiance. Acceptation des antinomies et des désirs de les concilier, cumul du pour et du contre qui n'exclut pas une ardente préférence, mélange enivrant du désespoir et de la foi. Ces oppositions saccadées, ces négations qui se détruisent deux à deux, là encore, c'est l'essai d'une synthèse. Et si notre époque l'a réussi, on la dira d'une grande époque. Personne, assurément, ne peut plus demander qu'à son propre pays tous les éléments de sa culture. L'a-t-on même jamais pu ? Entre toutes les nations, la France est celle qui se suffirait le mieux à elle-même, que l'on compte pourtant ce qu'elle doit à l'Espagne et à l'Italie, puis plus tard à l'Angleterre et à l'Allemagne, puis plus tard encore aux Russes. La culture aujourd'hui est cosmopolite. Des idées et des œuvres toujours plus nombreuses se répandent de plus en plus vite en traversant les frontières. Cette endosmose accélérée augmente le nombre des contacts. Le rendement des peuples devient plus intense. Eût-on pensé, il y a un siècle ou deux, que de grands poètes nous arriveraient de Norvège ou de Bohême ? D'où la nécessité de lire en plusieurs langues, de faire traduire, de questionner, d'aller voir. Mais cette culture, dorénavant multiple, ne doit pas être hybride. Je veux dire que chacun, avant d'aborder les œuvres étrangères, doit être solidement installé dans sa race et ses traditions. Une bonne culture cosmopolite ne peut se baser que sur une bonne culture nationale, parce que celle-ci vous met seul en mesure de réagir et de juger, donc d'assimiler. Elle vous empêche d'être sottement ouvert à n'importe quelle influence et de croire d'emblée, comme un primaire, au génie de ce qui est lointain ou bizarre. Délayer des cultures diverses, les mélanger ensemble à égalité donnerait une horrible mixture. Mais le pire danger d'une culture uniforme, neutralisée, serait de tarir la production des œuvres. Don Quichotte est espagnol principalement. Il n'y a pas plus italien que Dante, plus anglais que Shelley. L'écrivain, l'artiste, le philosophe, s'ils parviennent à se faire reconnaître et suivre par tous les hommes, n'en sont pas moins sortis d'un sol précis et d'une souche particulière. Plus ce sol et cette souche sont déterminés, plus l'œuvre qui les exprime sera humaine. Ce qui nous touche, c'est ce qui est fidèle, ce qui est conforme à un temps et à un endroit, ce qui est l'image de quelqu'un. Le génie donne un langage explosif à d'innombrables générations longtemps taciturnes, mais il ne peut en gratifier l'univers qu'à condition d'être leur héritier scrupuleux, leur fils exalté par la gratitude. Il n'est donc plus question d'adapter à notre goût ce qui nous arrive du dehors. Les œuvres étrangères, nous les réclamons intactes, non reniées. Ainsi, aussi, après un premier moment de surprise, nous faut-il, pour les assimiler, reconstituer autour d'elles leur atmosphère, les replacer dans leur lignée. Tout en les sollicitant, protégeons-les contre notre désir même et maintenons les différentes de nous. La culture n'est plus une affaire de bibliothèque seulement, mais de plein air. Elle se préoccupe de considérations historiques et géographiques, politiques et psychologiques. Là encore, se refuser aux simplifications abstraites. Derrière l'œuvre, il y a l'homme, les mœurs, les lois, l'accent, les paysages, la couleur du ciel. S'agit-il encore de culture ? Ou bien plutôt de relations, de complexité collective ? À prendre une conscience toujours plus exacte de la diversité, nous y subordonnons notre individu. L'humanisme moderne et cosmopolite, en augmentant le nombre de nos rapports, nous replonge dans l'ensemble de l'espèce. Au début de ces pages, je parlais d'humanisme, je le qualifiais de nouveau. Longtemps, les philosophes et les moralistes d'Occident, pour la commodité de leur exposé, ont traité de l'homme en général, muni d'une majuscule qui le typifie. Pour la décence aussi, il s'agissait de ne pas montrer ses contradictions humiliantes, ses insuffisances.
Par besoin d'ordre également, on résorbait dans une image fixée à grands traits les irrégularités individuelles. Statues grecques, au beau visage inexpressif, au corps sublimé, débarrassés de toute stigmate de passion, de maladie. Héros à la Plutarque, interchangeables, rangés en une longue galerie consacrée à l'idéal et à la vertu. Ce n'est pas que les psychologues français aient jamais versé dans un moralisme satisfait. Bien au contraire, c'est leur pessimisme qui les rend immortels. Mais ils ont le souci de toujours ramener leur clairvoyante épure à une ligne d'ensemble qui les généralise et ainsi les rend moins effrayantes. L'homme de La Rochefoucauld, c'est l'égoïsme qui le constitue, sans doute, mais il doit à cet égoïsme une unité qui l'élève, et son vice même, à force de ne jamais se démentir, lui donne de la grandeur. La Bruyère condense ses observations en théorèmes psychologiques. Il est heureux quand il a classifié ses modèles et collé des étiquettes. Il faut discipliner, au moins sur le papier, l'incohérence du cœur et de l'esprit, de même qu'on impose une discipline à l'État. Il faut choisir et résumer. Magnifique principe d'esthétique, mais les sacrifices qu'ils entraînent ne méritent-ils pas quelques regrets ? Grâce à quoi cet homme intellectualisé est parfois ramené à un concept, il n'étonne plus. On le possède, on le mesure. Seulement, on ne connaît de lui que ce qui est mesurable, on ne l'explique qu'en proportion de sa conformité à la règle posée. S'il échappe aux définitions préalables, c'est un fou ou un barbare, et le voilà perdu pour nous. Ainsi, ce qui nous avait permis de concevoir l'homme nous empêche d'aller plus loin et de découvrir les hommes. Soit la comédie, soit la tragédie imposent à leurs frémissants personnages une courbure. Les groupent en une arabesque, d'ailleurs belle et significative. Mais c'est une représentation au second degré, une abstraction qui exclut les mystères particuliers. On ne tient pas compte des variantes de profession, de santé, de richesse, de nationalité. Il n'y a pas d'exemplaire unique. L'homme est le lieu commun de tous les hommes, et chacun doit se reconnaître en lui. Et de la sorte, l'humanisme d'Ancien Régime a dessiné des portraits magistraux, joie de l'esprit, honneur de la raison, mais qui ne nous suffisent plus. Notre époque est en train d'élaborer un humanisme basé non sur la réduction à l'unité, mais sur la recherche et l'acceptation des variantes, non plus abstrait mais concret, non plus résumé mais énumératif. Nous ne voulons rien laisser perdre du trésor, parfois écrasant, de nos connaissances. Comprendre, ce n'est plus formuler une loi impérative, mais constater une multiplicité. De même que les psychologues ont renoncé à la classification des facultés, puis ajouté à l'étude de la conscience claire celle des phénomènes inconscients, et à l'observation de l'adulte normal celle de l'enfant, de l'insensé, du sauvage, et de même que le savant, assouplissant ses formules, admet l'hétérogénéité du monde et ce relativisme, ainsi nous aimerions évaluer l'entière réalité psychologique, la suivre dans sa mobilité et ses retours, englober ses nuances, sans nuire à aucun, dans une vision plutôt que dans un concept. Ce qu'il nous faut, c'est une philosophie de la variété. Un tel humanisme, il est nécessaire de le ramener toujours au concret, dont il s'alimente. Comme la pente de notre intelligence est invinciblement d'abstraire, il faut lutter pour la maintenir sensible, d'une sensibilité atmosphérique, à toutes les qualités du réel et non seulement à ce qui est différent, mais à ce qui change. Humanisme de la variété donc, mais aussi du mouvement, qui se garde de fixer en formule, de se typifier, mais demeure ouvert à toutes les révisions. Car il y a un cosmopolitisme de confection, fait d'échantillons, pour catalogue dont la fausse élégance est ridicule. Cosmopolitisme de palace, tombé déjà dans un roman feuilleton, qui exclut bien entendu l'information exacte, l'inspiration à l'enrichissement intellectuel. Cette modification perpétuelle de l'humain, à quoi nous devons demeurer attentifs, elle est de caractère historique et de caractère géographique étroitement mêlée. Je veux dire qu'au devenir, dans le temps, s'ajoute le devenir de l'espace. Ce qui interdit radicalement aux hommes d'être identiques, c'est que, quoique contemporains, ils ne vivent pas la même heure de leur révolution nationale. Les guerres balkaniques de 1912, par exemple, correspondent peut-être pour la Grèce ou la Bulgarie au XVe siècle français ou au XVIIe siècle anglais. Indépendante depuis 10 ans seulement, la Tchécoslovaquie n'est pas au même millésime que l'Espagne. La Hollande ou la Suède, qui ont eu leurs turbulences, sentent aujourd'hui leur passion refroidie. Les peuples ne sont pas synchroniques, et à mesure qu'on s'en va vers l'Est, on recule dans l'histoire.
Le changement de latitude qui modifie l'éclairage, le climat, les cultures, qui retarde ou accélère la maturité des âmes, de même transforme les idées. Elles doivent à l'éloignement kilométrique tantôt une virulence, tantôt une innocuité qu'elles ne possèdent pas au lieu où elles furent conçues. Toutefois, personne n'étant plus fixé au sol, les gens, en circulant, corrigent l'écart moral produit par la distance. Durée, déplacement, cause subtile de variations jouant dans des sens divers, indice de réfraction des individus. Parti de Londres, vous n'êtes plus le même en arrivant 2 jours après à Budapest. Fort loin de préconiser une attitude spectaculaire, j'invoque ici un sentiment différent du dilettantisme, la curiosité, mais curiosité offensive. L'esprit s'élance vers ce qui ne lui ressemble pas, parce qu'il éprouve avec acuité ce qui lui manque, parce que, s'il est sincère, il juge que sa pire misère tient à un vide, à une absence. Il n'est pas tout ce qu'il pourrait être. Il souffre de se sentir éternellement virtuel. Aussi ne se borne-t-il pas à faire des découvertes. Son plaisir, il le transforme en connaissance. Comparer devient son exercice favori. Et cette curiosité, qui ne supprime rien, par contre-coup, excite en l'homme une différenciation équivalente à celle du monde. Les possibilités qui lui apparaissent, depuis qu'il n'impose plus aux choses un schéma préalable, il les constate aussi en lui-même, et que la vérité intérieure n'est pas moins complexe que celle du dehors. Il admet dès lors des antinomies qui l'illuminent, et peut-être l'écart même de ces antinomies mesure-t-il l'ouverture du compas et de l'orbe de l'intelligence. Une telle affirmation du dissemblable ne signifie pas une abdication devant l'anarchie, une incapacité de résoudre, mais bien une conquête, une façon virile de posséder les contraires plutôt que de les subir passivement ou de les ignorer par un dédain qui n'est qu'une impuissance. Mais exalter les divergences entre les hommes, dira-t-on, c'est perpétuer leurs conflits. Pour établir la paix entre eux, invoquer leur identité à la manière des classiques, je répliquerai que les inimitiés de la famille, que les guerres civiles sont les plus virulentes. Trop pareil à moi, vous prenez ma place et jouez mon rôle. De 2 jumeaux, l'un est inutile puisqu'il répète l'autre. D'ailleurs, il n'est pas vrai que les différences suscitent la haine. Bien des sympathies sont nées d'une disparate qui agissait comme un appel, comme une demande sollicitant une réponse. Quiconque pense autrement que moi me justifie en me laissant une responsabilité dont il ne se charge pas. Cette curiosité que je place comme fondement à l'humanisme et qui n'est pas une tolérance amusée de collectionneur, elle participe à ce qu'elle découvre. C'est une puissance d'adhésion qui tantôt s'identifie à son objet par un mimétisme méthodique et tantôt rétablissant sa distance, le conçoit et le définit. Ainsi connaît-elle du dedans puis du dehors. Et ce qu'elle a perdu de façon si fraternelle, elle veut le protéger, l'aider à vivre. Elle ne cherche pas à exister à ses dépens, puisqu'elle s'appauvrirait en le niant. Se dire particulier, c'est impliquer qu'on appartient à un ensemble. Essayez d'appréhender cet ensemble sans le détruire, sentir qu'il vous porte et vous enveloppe, jouir d'un contraste qui vous fait valoir, du relatif conclure au solidaire, et d'une condition commune tirer un désir de communauté. Un tel cheminement de la pensée n'est pas chimérique. Pour une âme vraiment vivante, il n'existe rien d'étranger. Ce qui lui paraissait d'abord inconnu et peut-être hostile, elle le constate en elle-même pour peu qu'elle s'approfondisse. La curiosité mène à l'amour. Je t'aime, toi, qui ne me ressemble pas, parce que, de la sorte, tu me complètes. Je souhaite qu'à ton tour, tu m'aimes d'être différent, que tu chérisses ce qui me fait unique, et qui légitime, si peu que ce soit, la destinée fugitive que je vis. Et je t'aime aussi de dire la parole que j'allais moi-même prononcer, de susciter en moi une émotion où tu te reconnais. À force d'incessants échanges, nés d'incessantes contradictions, nous obligeons les êtres à un face-à-face toujours recommencé, où ils se trouvent les uns les autres sans se perdre eux-mêmes. Voilà l'entreprise de l'intelligence moderne, rassembler les éléments hétéroclites de la réalité, les maintenir vivants et autonomes, sans les fondre ensemble. Baser la vie sur un conflit enfin accepté, préserver cette coexistence frémissante, non pas à l'arrêt, mais en un perpétuel va-et-vient. Grâce à ce circuit de réciprocité, l'intelligence échappant à son particularisme aboutira à l'universel. L'universel, elle l'atteindra par la généralisation des antagonismes, par la charité envers toutes les différences et par leur mise en mouvement.
Amour intellectuel et sensible à la fois, qui embrasse les êtres et les choses, même concurrents, en une compréhension toujours recommencée. Ainsi, des singularités humaines précisées et voulues, sortira un principe spirituel au nom duquel le rapprochement des peuples ne sera plus une vaine expression. Mais un humanisme pareillement distendu, qui intègre toutes les variations pour ne rien perdre du multiple, ne dépasse-t-il pas nos possibilités d'entendement ? Prudent autant qu'économe, si nos prédécesseurs procédaient par élimination et réduisaient l'homme à une généralité, n'était-ce pas pour le concevoir selon nos forces ? Sans doute. L'humanisme nouveau que je tente d'esquisser réclame une application peut-être héroïque. Ce n'est plus la culture de tout repos, devenue livresque, et telle que nous l'ont proposée de mon maître afin d'assurer nos aises et garantir nos certitudes. Mais l'humanisme de la Renaissance, lui aussi, a été un immense et ardent effort pour égaliser l'intelligence aux proportions de la découverte. Lui aussi a été une enquête, un dénombrement, une recherche de synthèse, lui aussi a tenté de penser sur des rythmes inédits à une nouvelle vitesse. Notre siècle bouleversé nous propose une expérience difficile, un risque dont l'incalculable avantage est de nous maintenir, par ces difficultés même, en contact avec toutes les aspérités du réel humain. Comment donc remplir des obligations de jour en jour plus exigeantes ? Le temps coule, ajoutant sans répit à nos connaissances. Par leur développement ininterrompu, les lettres, les sciences vont-elles épuiser notre cerveau ? S'il demeure à la norme d'autrefois, alors que nos instruments de recherche et de mesure se perfectionnent, alors que nos méthodes, nos commentaires, nos chiffrages se compliquent, alors que nos bibliothèques s'accroissent, que nos voyages, nos conversations, nos aventures se multiplient, il fléchira. Que faire ? Dans bien des cas, nous nous divisons la besogne. La réalité est devenue si complexe, des spécialistes se la partagent. À la multiplicité de l'objet répond la multiplication du sujet. Notre époque est celle de la collaboration des chercheurs, attachés à des pistes diverses, qu'ils s'efforcent de rendre convergentes. Partis de points éloignés, s'interpellant et s'encourageant à distance, il convient d'aboutir à un rendez-vous commun. Ce régime d'équipe n'implique pas la suppression de l'individu, bien au contraire. Il utilise trop volontiers la caractéristique propre de chacun pour ne pas tenir à la sauvegarder. En somme, il est à l'image de ce monde de différenciation psychologique dont j'ai montré qu'il inspirait l'humanisme d'aujourd'hui. Formée de contraintes qui s'exaltent et s'équilibrent, l'équipe vit de l'inégalité et de la répartition des fonctions. Et il lui faut un chef pour exercer les activités supérieures de l'intelligence et du commandement, un chef, c'est-à-dire l'individu porté au maximum. À côté du travailleur subalterne, assidu à sa besogne, des inventeurs et des entraîneurs sont donc nécessaires. Même le poète, le héros, le saint, ses chefs sans troupe, apparaissent eux aussi engagés dans un ensemble inextricable, autrement subordonné, certes, mais subordonné quand même et agissant par vertu contradictoire. Et jusqu'à celui qui se croit seul et sans doute inutile, une âme, au moins l'écoute, attend de lui la joie et la force. Il vit pour quelqu'un qu'il ne rencontrera peut-être jamais. Le monde est une association d'individus disparates et solidaires. Prendre conscience de cette totalité réclame un effort de plus en plus exténuant. Mais le sort de notre civilisation tient à sa capacité d'intégrer des valeurs nouvelles et opposées, tout en demeurant fidèle à l'affirmation de la personne. Il faut agrandir l'esprit.